l'âge du foie, c'est votre âge véritable. C'est-à-dire que si vous avez un foie en bon état, et ben à ce moment-là, vous avez de très bonnes chances de vivre dans de bonnes conditions et de connaître vos arrière-petits-enfants. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, le docteur Alouche vient d'arriver, le docteur Réginald Alouche. Bonjour, comment allez-vous, doc ? Très bien, et vous ? Super bien, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous publiez la méthode Hépatodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Un livre qui nous invite à nous intéresser à notre foie. Et à noter que d'ailleurs que dans votre livre, vous proposiez un test. Votre foie est-il en danger ? Il y a 11 questions, ça vous permet un petit peu de faire le point, de savoir où vous en êtes avec votre foie. C'est bien de lire, mais c'est bien aussi d'évaluer, de s'évaluer. Il est super simple, le test, ça prend 3 minutes. Ouais, vous êtes très gentil, Philippe. Mais c'est vrai que le foie, c'est un organe dont on parle peu, parce qu'il fait pas mal. Je rappelle que le foie, c'est un organe qui est unique. Donc, quand il est en danger, c'est pas très très bon signe. Alors qu'on a 2 poumons, qu'on a 2 reins, qu'on a 2 lobes de la thyroïde, on n'a qu'un seul foie. Voilà. Et 4 lobes du foie. Et oui, et puis 7 segments, et puis voilà. Bien, on va en parler, on va essayer de donner des informations qu'on dit rarement sur le foie. J'aimerais revenir sur le titre de votre livre. Pourquoi est-ce que vous employez le terme de détoxification en parlant du foie, alors que de toute façon, c'est déjà son boulot au foie ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était pas de faire le énième régime sur la détox, parce que tout ça, on en voit, il y en a des kilos. L'idée, c'était de dire, la fonction primaire du foie, c'est de détoxifier tout votre organisme. En fait, il désactive les médicaments, il enlève les toxiques, il gère le sucre, il gère les graisses, il fait les protéines, enfin, il fait tellement de choses que le laisser en bonne position pour détoxifier, c'est extrêmement important. Et pour ça, il ne faut pas le surcharger. Donc, il faut détoxifier le détoxifiant. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est un acteur, c'est un ouvrier, c'est un chauffeur, livreur. Si vous lui mettez son camion à la gueule, le chauffeur-livreur, il ne pourra pas finir sa journée. Elle est déjà assez dure. Et en plus, il ne pourra pas faire bien son job parce qu'il sera énervé. Et il n'aura pas le côté aimable du livreur qu'on attend tous et qui nous délivre le produit que nous attendons. Donc, en fait, si vous voulez, le foie, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous le surchargez trop, si le cargo est trop chargé, vous ne pourrez pas le manœuvrer. Et puis, à un moment, il ira dans le récif. 75% du cholestérol est sécrété par le foie. Oui. On connaît mal ce que c'est que le cholestérol, finalement. Et finalement, quand on parle de cholestérol, il a plutôt mauvaise réputation. Alors que non. Ah oui, alors le cholestérol, c'est la grande victime de la communication des années 50-60, puisqu'on s'est dit, au fond, voilà comment ça s'est passé. Les gens ont commencé à avoir des infarctus, mais liés à d'autres facteurs qui étaient la cigarette, le tabac, la sédentarité. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui sont mis à fumer parce que les Américains sont venus, ont débarqué, ont sauvé les Européens de la barbarie nazie, mais ils ont apporté aussi beaucoup de choses avec eux. Ils ont apporté des cigarettes blondes, et c'est devenu presque un symbole de libération, un symbole d'émancipation. On fumait des brunes avant en France. On fumait des brunes avant en France. Les femmes ne fumaient pas, si vous vous souvenez. C'était pas très féminin de fumer, sauf dans certains milieux pendant les années folles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup d'infarctus, et quand on faisait l'autopsie, on voyait que dans les vaisseaux, il y avait du gras. Et qu'il y avait du gras qui était parfois calcifié. Et donc, on s'est dit, si c'est le gras, quand on mange du gras, on met le gras dans les vaisseaux. C'était tellement simple. Et tout ça, tout le monde a acheté. Et qu'est-ce qu'on peut mesurer ? Parce qu'il faut pouvoir mesurer. Qu'est-ce qu'on peut mesurer ? On peut mesurer le cholestérol, qui est effectivement un tissu gras et qui a beaucoup, beaucoup de missions, puisque le cholestérol, il est à la base de nos hormones. On ne peut pas faire d'hormones sexuelles si on n'a pas de cholestérol. Il est à la base de nos membranes cellulaires. Il est à la base de tout, le cholestérol. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a confié la mission du cholestérol au foie. Parce que le foie, il est fiable. 75% du cholestérol est fabriqué par le foie, seul 25% par l'alimentation. Parce que l'homme, dans l'évolution, qu'est-ce qu'il s'est dit l'homme ? Parce que c'est une bête d'adaptation. Il vaut mieux que ce soit le foie qui le régule. Parce que si c'est juste l'alimentation, vous comprenez aisément qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas accès à certains nutriments, vous n'aurez plus de cholestérol. Et à ce moment-là, c'est le début de la fin. Parce que il y a avoir beaucoup de cholestérol, mais il y a de ne pas en avoir assez.
Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Et donc, pour revenir... On en parle toujours quand on en a trop, finalement. Et quand on en a trop de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Voilà, alors, il n'y a pas de mauvais et de bon cholestérol. Vous avez le cholestérol et vous avez, je reprends mon exemple cher, de chauffeur-livreur. Et vous avez une compagnie qui va envoyer le cholestérol dans les vaisseaux et dans le cerveau. Ce sont les LDL, les lipoprotéines, c'est des transporteurs. C'est des petits camions, des petits commuteurs qui vont transporter le cholestérol là où on en a besoin. Et puis vous avez le HDL, le High Density Lipoprotein. Il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière les acronymes et les initiales. Et cet HDL, lui, il ramène le cholestérol vers le foie pour qu'il soit métabolisé. Donc c'est très simple à comprendre. Si vous avez beaucoup de LDL, c'est-à-dire que vous envoyez le cholestérol dans les vaisseaux et dans le cerveau, mais si vous avez peu de HDL, vous n'allez pas le ramener dans le foie pour être métabolisé. Et qu'est-ce qu'il va faire le cholestérol il va rester dans les vaisseaux et dans les organes. Et donc, si vous êtes un sportif, si vous avez une vie saine, on s'en fiche complètement. Mais si vous fumez, c'est quoi? C'est avoir de la nicotine qui va gratter et tous les produits de combustion qui vont gratter les vaisseaux, les rendre un peu inflammés. Donc le cholestérol, il va se coller dessus, et il va créer soit des rétrécissements, soit des inflammations. Et si par exemple vous prenez aussi, c'est vrai aussi pour la pilule, bien que maintenant pour les contraceptifs oraux, il y a des pilules beaucoup moins dosées qu'avant, mais au début, dans les années 70, vous aviez des dosages qui étaient 100 fois supérieurs à ce qu'on prend aujourd'hui. Donc ça altérait les parois de vaisseau. C'est pour ça qu'on disait tabac plus pilule, mauvais ménage. Exactement. Et en plus, il y a l'alcool. Il y a l'alcool qui va, lui, continuer à inflammer. C'est simple, vous mettez de l'alcool, vous faites tomber une goutte d'alcool sur la peau pendant 10 minutes, vous allez commencer à vous brûler. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et puis... Ça fait une inflammation. Et l'inflammation, qui est un système de défense, peut devenir un système d'attaque de votre corps. Et je termine quand même sur le sucre, qui lui aussi a une fonction inflammatoire. C'est-à-dire quand on a trop de sucre dans le sang, eh bien à ce moment-là, on va gratter les vaisseaux, et donc on va avoir les mêmes effets. Et donc ce cholestérol, si on ne le ramène pas au foie pour que lui le stocke et le désactive, eh bien on va le trouver dans notre corps et on va faire des bouchons. Donc c'est nous qui produisons notre propre cholestérol, c'est ça qui comment et qu'il faut comprendre. Et pourquoi plus on vieillit et plus on produit de cholestérol, alors docteur Alouche, est-ce qu'il y a une... C'est vrai ou c'est pas vrai ça déjà? Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que avec l'âge, on a le métabolisme qui ralentit un petit peu. En fait, c'est quoi l'âge? Vous savez, quand on a 60 ans, on a toujours la tête de ses 30 ans, et donc on pense qu'on peut... la tête dans le cerveau, vous voulez dire? La tête dans le cerveau, oui. Il n'y en a pas la même. Sauf si on a un bon chirurgien esthétique. Voilà, un excellent. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien qu'on a du mal à récupérer. Quand on a 20 ans, on peut sortir en boîte jusqu'à 4 heures du matin, et puis le lendemain matin, être au boulot à 8 heures. Quand on en a 50, il faut une semaine pour s'en remettre. Donc en fait, c'est l'âge, c'est un métabolisme qui ralentit, et on le sait, puisque à un moment, après 70, 80 ans, mais encore une fois, ça dépend énormément des individus, de leur vie, de l'intérêt qu'ils ont, des passions qu'ils ont. Vous avez des passionnés qui, à 90 ans, se lèvent tous les matins, assumer leur passion, que ce soit le jardinage, ou le bricolage, ou les maquettes, ou l'amour, ou plein de choses, ou la lecture, ou l'écriture, ou la chanson. Et donc, c'est ça qui est très très important, c'est que le métabolisme ralentit, mais tout reste quand même dans l'humeur, dans la tête, dans le cerveau. C'est très important. C'est le cerveau le patron, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à son cerveau. Et que son cerveau, au fond, c'est comme le foie. Il faut l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut le stimuler. Quand on ne stimule pas un cerveau, vous savez, il y a des expériences malheureuses. Il y a eu des orphelinats en Roumanie, de l'époque, de la sombre époque. De Ceausescu. Voilà, où en fait, on avait fait des orphelinats, très bien, mais on ne stimulait pas les bébés. Et donc les bébés pas stimulés, c'est-à-dire que juste hygiénement gérés, mais pas stimulés, avaient une forme d'un peu d'idiotie au sens médical du terme, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas éveillés parce qu'on les avait pas stimulés. En fait, le cerveau doit être stimulé, et il doit aussi se reposer pour intégrer toutes ces stimulations. C'est avec la mémoire, ça sert à rien de réviser son bac le matin, il faut que ce soit la veille, parce que pendant la nuit, il se passe plein de choses. Et pour revenir au foie, d'ailleurs, on vient de s'apercevoir
que le foie se régénère la nuit. Il y a une horloge spécifique le foie adore dormir. Il adore que vous dormiez. Il y en a 3 qui adorent que vous dormiez. Il y a le foie, parce que ça lui permet de se régénérer et de régler ses petits problèmes internes. Parce qu'il a une horloge interne avec une protéine FGF21 qui est une espèce de ressort qui lui permet de se régénérer. Vous avez le cerveau qui lui va stratifier, et les rêves justement ça permet de faire de l'ordre, parce que par exemple quand je vous parle en ce moment, je sais exactement, mon cerveau sait exactement ce qui se passe à l'extrême gauche et à l'extrême droite de mon regard. Et il se passe des choses en plus. Donc voilà, mais pour des raisons de ce qu'on appelle de convolution, il va se fixer, je vais me fixer sur vous parce que c'est vous qui mais tout ça il va le garder. Et donc la nuit, il nettoie. Il fait son nettoyage et ça lui permet justement de rester alerte. Et puis, donc ça c'est le foie, il y a le cerveau, et puis il y a la flore bactérienne, la flore intestinale, qui la nuit a besoin de refaire ses frontières. En fait, la flore bactérienne, intestinale, elle a à peu près 1000 germes différents. Imaginez-vous un tuyau et tous les centimètres, vous avez une colonie. Et toute cette colonie vit en bonne intelligence parce qu'elle se parle. Ce qu'on a découvert, c'est que les bactéries connaissaient au moins 2 ou 3 langages d'autres bactéries. Et donc, elles restent stables. D'ailleurs, quand elles ne sont pas stables, vos bactéries, ça s'appelle la tourista. Vous allez dans un pays étranger, votre flore intestinale, elle est confrontée à des aliments que vous n'avez pas l'habitude, et votre flore, elle dit, j'arrive pas à faire mes limites, et quand pas arriver à faire ses limites, ça s'appelle la diarrhée. Beaucoup de gens pensent que la bile est produite par la vésicule biliaire, qui porte ce nom-là, et non, c'est le foie qui produit la bile. Alors déjà, combien est-ce qu'il en produit par jour? Parce que c'est quand même impressionnant. Oh, je crois que, je sais plus. C'est au moins 1 litre, non? 1,5 litre à peu près, 1,5 litre de bile. En fait, la bile, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la bile et les sels biliaires, c'est un liquide qui va permettre d'absorber les graisses, de les digérer. Voilà. Et donc, le foie produit la bile, et tous les petits canaux qui produisent les canaux biliaires vont dans une vésicule qui est un petit réservoir. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'il faut bien entendu, il vaut mieux les libérer après un repas. Donc, on met ça dans un réservoir, et puis à un moment, il va y avoir un ordre. Vous savez que de votre estomac jusqu'à votre anus, vous avez des ondes qu'on appelle péristaltiques. C'est-à-dire que vous savez que vous avez 10% de vos neurones qui sont autour de votre intestin, et ces neurones vont envoyer ce qu'on appelle une onde lente, avec une crête. Cette onde lente, c'est le signal contraction. Parce que, bien entendu, autour du tube digestif, vous avez des muscles qui vont faire avancer le bol alimentaire. Et donc, pour la vésicule, c'est la même chose. Il y a une onde lente qui va dire, à un moment, avec le repas, tchac, vas-y, libère. Il y a un petit sphincter, c'est-à-dire un sphincter, c'est un petit robinet, qui s'ouvre, et la bile va être libérée, va aller dans l'intestin, et va permettre de digérer les acides gras. Donc, alors, je précise tout de suite, pour les gens qui n'ont pas de vésicule biliaire, parce c'est pour ça, c'est ce que je veux dire. On leur a enlevé, que donc, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que la bile va en jet continu, et que donc, eux, ils auront tendance à éviter les plats trop gras et les repas trop gras, parce que sinon, à un moment, ils vont se retrouver avec pas assez de bile pour digérer ces repas. Voilà. Donc, quand on vous a retiré la vésicule biliaire, pas grave du tout. Parce qu'on peut vivre sans une vésicule biliaire, alors qu'on ne peut pas vivre sans un foie, en fait. Ah non, sans foie, on peut pas. Mais la vésicule, pas immédiatement, mais dans d'atroces souffrances et assez rapidement. Parce qu'il faut dire aussi que le foie filtre certains corps cétoniques qui, s'ils montent au cerveau en trop grande quantité, vont le rendre fou. Donc voilà, donc les insuffisances hépatiques, c'est quelque chose d'assez grave, et il faut tout faire pour garder son foie en bon état. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui maintenant des diagnostics, des systèmes diagnostiques qui permettent justement de savoir où on est son foie, parce que, je le rappelle, le gros problème du foie, c'est qu'il ne fait jamais mal, puisqu'il n'a aucune terminaison nerveuse dans le foie. Donc en fait, quand on dit j'ai mal au foie, c'est que vous avez mal à la vésicule, parce que dans cette vésicule biliaire, pour revenir à la bile, vous avez également le risque d'avoir des calculs biliaires. Et ces calculs biliaires peuvent avoir des conséquences un peu ennuyeuses, parce que... Qui sont constitués de quoi, en fait, alors, ces calculs-là? Alors, il y a 2 choses. Il y a 2 types de calculs. Soit vous avez des calculs sous forme de billes, de petites billes, qui vont se constituer comme un savon. Ça va faire du savon, une petite bille de savon qui va durcir. Et vous comprenez bien que si elle reste au fond de la poche de la vésicule, ça va très bien. Mais s'il bouge cette petite bille, alors au mieux,
elle va aller dans l'intestin grêle, mais à côté, il y a un autre canal qui vient du pancréas. Et si la petite bille, elle va dans le canal du pancréas, elle bouge ce canal, parce que le pancréas, il a deux fonctions. Il fait l'insuline qui va dans le sang, mais il fait aussi des extraits pancréatiques qui vont dans l'intestin aussi pour justement aussi digérer les graisses. À ce moment-là, on peut avoir une pancréatite aiguë. Et dans 50% des cas, c'est catastrophique. Voilà. Donc, ça, mais c'est rare, je le dis quand même. C'est pas la peine que nos auditeurs se... Oui, même si on entend quand même parler de plus en plus de personnes autour de nous qui ont des atteintes du pancréas. Hein. Oui, tout à fait. Mais ça, on je veux dire qu'à 30 ans, on n'avait pas autant de personnes qui déclaraient des maladies du pancréas, des pancréatites aiguës, oui. et y compris des cancers du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est vraiment quelque chose de terrible. L'espoir, c'est qu'il y a de plus en plus de laboratoires qui travaillent sur ce cancer. Et il commence à y avoir quelques traitements en essai actuellement qui sont très très prometteurs, parce que malheureusement le cancer du pancréas est un cancer qui est très rapide et en 6 mois, voilà. Alors pour revenir au deuxième type de kyste, de calcul, vous en avez sous forme de boue. C'est-à-dire qu'il se dépose au fond comme de la boue, en fait, comme une espèce de petite boue comme ça. Donc dans la vésicule. Dans la vésicule. Et cette boue, en général, elle peut au pire commencer à boucher le canal de sortie. Et à ce moment-là, vous avez des douleurs en coup de poignard, ce qu'on appelle la cholangite. Et là, ça peut être urgent aussi d'aller à l'hôpital. Et en général, on draine. Avec une fibroscopie, on rentre un tuyau ou sous célioscopie, ça dépend un petit peu du choix du chirurgien. Mais quel est le rôle finalement de cette vésicule biliaire ? C'est un stockage qui va... C'est une citerne ? C'est une petite citerne, très souple, qui va s'ouvrir et qui va libérer les sels biliaires au moment où on en a le besoin. Donc par exemple, après un repas très riche. Vous savez, il y a par exemple une tradition au Liban, ça s'appelle le café blanc. J'en ai déjà parlé. Oui, au moment des fêtes. Voilà, c'est de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger. Alors pourquoi de l'eau de fleur d'oranger ? Parce que, on connaît ça aussi au Maghreb, puisqu'on prend le café souvent. Enfin, moi, je prends mon café avec du mazar. Le mazar, c'est quoi ? C'est de l'eau de fleur d'oranger qu'on met dans le café. Pourquoi ? Parce que, et j'adore ça, parce que l'eau de fleur d'oranger, alors c'est très technique, vous allez voir, c'est très simple. C'est hypercholérétique, hypercholagogue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, là, c'est... Oui. C'est un festival. Vous savez, derrière, on jargonne toujours, nous, parce que c'est comme ça. Tout le monde jargonne, donc nous aussi. Hypercholérétique, hypercholagogue, c'est-à-dire que ça va stimuler la production de bile par le foie, et ça va libérer et ça va stimuler la libération. Donc ça fait les deux. Donc l'eau de fleur d'oranger, elle stimule la bile et puis elle stimule sa libération par la vésicule biliaire, hypercholérétique, hypercholagogue. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et donc c'est pour ça que souvent, moi je recommande pour les gens quand ils ont un repas gras, de finir par de l'eau de fleur d'oranger dans de l'eau chaude ou dans le café, parce que ça permet d'ouvrir le sphincter qui va permettre de libérer la bile. Alors, quelle est la relation du foie avec les médicaments ? On a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, notamment du paracétamol. Pourquoi est-ce que le paracétamol est-il si toxique pour le foie ? C'est une molécule qui a une hépatotoxicité spécifique. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va détruire, qui va provoquer une réaction en chaîne dans le foie si on le prend en trop grande quantité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dépasser 3 grammes de paracétamol. On dit 2 ou 3, mais jamais plus de 3 grammes, parce que ça peut provoquer une hépatite médicamenteuse au paracétamol. Ça se voit beaucoup, parce que c'est un médicament qui est en vente libre. Alors maintenant, vous avez peut-être vu dans les publicités, on dit ne pas dépasser la dose prescrite, mais il faut être prudent, parce que ce n'est pas un médicament anodin. C'est un médicament qui est très efficace, le paracétamol, et comme tous les médicaments efficaces ont des effets indésirables, ou sinon ils ne sont pas efficaces. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'il est très rare. On va prendre 2 minutes pour expliquer ça. Quand le corps humain s'est constitué, il est parti d'une première cellule, et puis après plusieurs cellules. Après, il a mutualisé les cellules. C'est comme une espèce de grand banc de poissons. Vous savez, ces grands bancs de sardines qu'on voit, ils vivent ensemble, ils bougent ensemble. Le corps humain, c'est ça. C'est la mutualisation de plusieurs cellules, de plusieurs types de cellules. Mais elles ont toutes des capacités assez communes, un substrat commun. Et ces capacités communes font que vous avez aussi, dans chaque cellule, des récepteurs communs. Donc quand par exemple vous allez avoir un médicament pour le cœur,
et vous allez dire, voilà, je vais donner un médicament pour le cœur parce qu'on sait que les récepteurs dits bêta, si je les calme, ça va diminuer les rythmes cardiaques. Mais ces récepteurs, il y en a ailleurs. Il n'y en a pas que dans le cœur. C'est pareil pour tous les antidépresseurs. Vous avez les récepteurs dans le cerveau, mais vous avez aussi des récepteurs dans le tissu intestinal. Donc en fait, vous avez toujours un médicament actif a toujours des effets indésirables. D'accord. Toujours des effets Donc, indésirables. pareil pour les antibiotiques La même sur le foie, je veux dire. Alors les antibiotiques, il y a effectivement... Parce qu'on parle souvent des antibiotiques et de leur effet sur la flore bactérienne, voilà. Ça c'est évident. Mais on parle jamais des effets qu'ils ont sur le foie. Oui, parce que en fait, le grand nettoyeur, c'est le foie. Il y a deux nettoyeurs, le rein et le foie. Le rein, il va nettoyer certains antibiotiques. D'ailleurs, on s'en sert pour justement nettoyer le rein d'une infection. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne un antibiotique qui est métabolisé par le rein. Il va passer dans le rein. Les médicaments comme les quinolones, les ofloxacines, et choses comme ça, sont typiquement des médicaments qui ont un effet sur le rein, mais aussi sur le poumon. C'est pour ça qu'on les donne aussi pour le poumon, parce que ces antibiotiques ont rarement un effet sur un organe. Et puis à la fin, c'est le foie qui nettoie tout. Et comme le foie nettoie tout, vous comprenez bien que si vous avez beaucoup de médicaments, votre foie, il a beaucoup de travail. Si là-dessus, vous lui mettez de l'alcool, et si là-dessus, vous lui mettez beaucoup de sucre, et si là-dessus, vous lui mettez du fructose, le malheureux, pourtant, c'est un organe qui est très très lourd. Hein. C'est le plus gros organe du corps après la peau. Parce que la peau est un organe. En gros, ça fait combien de kilos un foie ? On ne se souvient jamais. 3 kilos. 2-3 kilos 2-3 kilos. Voilà. Ouais. Peu importe, parce que ça dépend des gens. Hein. Mais à ce moment-là, vous avez un foie qui va être complètement débordé et qui ne pourra pas suivre. Et là, vous avez l'hépatotoxicité des médicaments, d'ailleurs, qui se mesurent avec, on peut le mesurer en faisant soit ce qu'on appelle les gamma GT, la 5-nucléotidase. Enfin, il y a des tests qui permettent justement de savoir si c'est médicamenteux, hépatotoxique, et ainsi de suite. Vous demandez à votre médecin, il sera tout à fait capable de faire la différence. C'est sous forme de quoi ? De prise de sang ? Prise de sang. Ouais. Prise de sang. Et il faut rechercher ça. Le foie, si vous voulez, on ne peut pas aller voir dedans. Parce que c'est très dangereux. Ce qu'on appelle la ponction biopsie hépatique, c'est très dangereux. Donc on a développé des tas de prises de sang où dans le sang on va chercher des marqueurs qui vont permettre de comprendre comment il fonctionne. Et puis maintenant il y a de nouveaux outils. Alors bien entendu il y a l'échographie pour aller voir comment il va, pour voir la stéatose, mais il y a aussi le fibroscan, l'élastomètre. Fibroscan, vous en avez un ? Oui, j'ai la chance. Vous en avez un au cabinet. Vous n'êtes pas très nombreux, mais vous en avez un. Voilà, il y en a 2-3 à Paris et j'ai la chance d'avoir eu cette machine confiée par la société parce que c'est quand même le foie, c'est quand même une de mes passions et donc ça permet de voir à l'intérieur du foie sans faire de ponction biopsie et de savoir s'il y a une stéatose, si elle a la fibrose. Parce que je voudrais aussi peut-être préciser un point, c'est que souvent les gens disent j'ai une NASH. En fait, il faut bien comprendre que les maladies, c'est la non-alcoolic fatty liver disease. Je suis désolé, c'est en anglais. Ça veut dire non-alcoolique, ça veut dire que ça n'est pas lié à l'alcool. C'est pas une cirrhose, donc. Voilà. Fatty, c'est gras. Liver, c'est foie. Disease, c'est maladie. Voilà. Et donc, il y a un premier stade qui s'appelle non-alcoolic fatty liver, NAFL. C'est affreux comme mot, mais bon, c'est comme ça. Et ça, c'est le foie gras. Et après, on a la NASH, qui est une forme évoluée de NAFL. Voilà. Et la NASH, c'est non-alcoolique stéatose hépatique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on parle jamais de la NAFL, mais on parle toujours de la NASH. Exactement. Et donc la NAFL, c'est le stade avant. Exactement. C'est quand on a un foie gras. Un tiers des Américains ont un foie gras, 1/5 des Français ont un foie gras. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Ça veut juste dire, ça donne une indication que ça peut devenir une NASH s'ils ne font pas quelque chose. Et la très bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. À ce niveau-là, tout est réversible parce que ça met beaucoup de temps. Un foie, c'est extrêmement résistant. On n'en a qu'un. Donc la nature ou le créateur nous en a fait un organe très très solide. Mais au bout de 5, 10 ans, 15 ans, il va dire out, j'arrête. Et là, il va se fibroser, il va se défendre, il va devenir inflammatoire et c'est le début des ennuis. Bien. Donc, on a beaucoup communiqué sur les effets indésirables du paracétamol sur le foie. On a moins communiqué sur les autres médicaments. Donc, pour ceux qui nous écoutent ce matin, posez vos questions à votre médecin pour le paracétamol, mais peut-être pour d'autres classes de médicaments. Il faut toujours faire attention. Sur le rein et le foie. Les corticoïdes, par exemple, et le foie. Les corticoïdes et le foie, c'est effectivement un problème. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui prennent du corticoïde au long cours et à bonne dose, je vous rappelle qu'il faut diminuer le sel et diminuer les sucres. On oublie les sucres. On dit souvent le sel, mais il faut diminuer aussi les sucres
pour laisser votre foie respirer. Vous proposez de faire dans votre livre ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Oui. Ça consiste en quoi, docteur Alouche, les fenêtres thérapeutiques? Alors les fenêtres thérapeutiques, c'est que souvent on a besoin de vitamines, on a besoin de certains médicaments pour nous aider, on a besoin de minéraux. Moi, ce que je recommande, c'est toujours de faire une fenêtre, c'est-à-dire que vous faites 2 mois de traitement, 3 mois de traitement et vous faites 1 mois de repos. Parce que le problème, c'est que parfois il y a des accumulations qui peuvent être des accumulations très simples, d'excipients même. Et il faut laisser le foie, il faut lui laisser le temps justement de se débarrasser de tout ça. Donc ça n'enlève rien à l'efficacité, mais par exemple, vous faites 3 mois de vitamine D, parce qu'actuellement il y a un vrai problème de vitamine D, parce que c'est lié au couvre-feu, au confinement, les gens ne sont pas dehors, il n'y a pas de soleil, c'est l'hiver, vous savez que le soleil est bas, donc on n'a pas les bons rayons, alors qu'en été on a les bons rayons, et donc les gens manquent de vitamine D, et on sait aujourd'hui que si on n'a pas une bonne vitamine D, un bon niveau de vitamine D qui est au-dessus de 30 nanogrammes, à ce moment-là, on peut, si on a le Covid, on risque des formes sévères de Covid. Ah, enfin quelqu'un qui me répond sur le bon niveau de vitamine D, parce que quand je demande aux gens, mais quel est le spécialiste, si je leur dis, c'est quoi le bon niveau? Donc c'est au-dessus de 30 nanogrammes. D'accord. Voilà, et ça se mesure comment? Prise de sang. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé, le dosage en vitamine D. Oui, il n'est pas remboursé, mais il ne coûte pas très très cher. Et franchement, il vaut mieux avoir un bon niveau de vitamine D et faire un petit test que se retrouver en réa avec le Covid. Hein. Et donc, apprendre, si on veut se supplémenter en vitamine D, ça, c'est quoi? Alors moi, il y a deux façons de faire. Il y a l'ancienne façon qui était liée au mode de remboursement, qui était de prendre une ampoule tous les 2 mois de 100 000 unités. Moi, je recommande largement une ampoule toutes les semaines ou des gouttes tous les jours. Ah oui, une ampoule toutes les semaines. Ah oui, moi je donne à mes patients une ampoule, pas de 100 000 unités. Hein. Ah oui, parce que là, ça... Oui, il y a des ampoules à 20 000, à 50 000, à 80 000. Vous pouvez prendre une ampoule de 50 000 unités toutes les 2 semaines, par exemple. Ça va très bien. D'accord. Parce que une tous les 2 mois, je ne suis pas un grand physiologiste, mais je pense que du point de vue de la gestion de la réserve de la vitamine D, c'est pas une bonne méthode, même si c'est remboursé depuis 40 ans. Mmh. Donc, pas de risque de surdosage de la vitamine D? Alors, il y a très très peu, c'est quasi impossible de surdoser la vitamine D. C'est impossible. Bon, il y a toujours des gens qui vont s'avaler des tonnes de vitamine D. C'est-à-dire que là, avec la Covid, comme on a dit que la vitamine D protégeait, donc les gens ont eu tendance à y aller un peu fort sur la vitamine D. Oui, mais bon, vous savez, comme sur le zinc. Vous savez, c'est comme dans beaucoup de choses de notre vie quotidienne, 99% des gens sont raisonnables. Le problème, c'est qu'on parle toujours des 1% et on fait des débats sur les 1% qui pourrissent la vie de tout le monde. Mais la réalité, c'est que 99% sont des gens raisonnables et que donc ils prennent la vitamine D. Par contre, je les incite à la doser, je les incite à faire en sorte qu'ils aient un bon niveau, qu'ils aillent voir leur médecin généraliste, parce que lui saura, il saura faire, il est très formé pour ça. Le foie, c'est en fait un organe très méconnu. Alors là, en ce moment, le microbiote intestinal, là, je veux dire, on en parle tous les jours. Oui. Mais alors le foie... Oui, parce que le foie, c'est difficile, parce que le foie... Il y a une très grande école. La France a un avantage énorme, c'est que elle a probablement la meilleure école des pathologies au monde. Elle a été très très innovante. Elle a de très bons services des pathologies. Et si un pays on peut bien se faire soigner au niveau du foie, c'est bien la France. Hein. La France a même réussi à éradiquer l'hépatite C quand même. Hein, il faut le dire. Hein. On dit que dans 3 ans, l'hépatite C, ce sera un mauvais souvenir. Donc c'est extraordinaire. Il faut quand même le souligner. Ce sont des gens. Moi, je me souviens d'un cours. J'ai eu la chance d'avoir comme maître en hépatologie quelqu'un qui s'appelle, qui est le professeur Benamou. C'était dans un autre temps, parce que je commence à avoir un peu d'âge. Et le professeur Benamou disait une chose extrêmement intéressante. Il dit c'est très très dur d'être hépatologue, parce qu'à l'époque, c'était dans les années 80. Il me disait, on n'a pas de traitement, on ne peut que constater. Et quand même, ces gens-là ont cherché, et ils ont trouvé. Et aujourd'hui, en hépatologie, il y a énormément de progrès. Et vous verrez que dans les 20 ans qui vont venir, le foie va reprendre sa place et va devenir un organe aussi noble que le cœur. C'est ce que vous dites, vous, ça. Ah oui. Moi, je pense que c'est même, pour tous les gens qui m'écoutent sur l'âge, je pense que l'âge du foie, c'est votre âge véritable. C'est-à-dire que si vous avez un foie en bon état, et à ce moment-là, vous avez de très bonnes chances de vivre dans de bonnes conditions et de connaître vos arrière-petits-enfants. Et on dit que le foie possède 2 fois plus de cellules que le cerveau, pour dire c'est absolument colossal. Parce que, vous savez pourquoi aussi? Parce que lorsque nous étions dans les cavernes,
et que nous étions, parce qu'on n'en est pas très très loin quand même, hein, d'un point de vue génétique, on est les mêmes. Hein. On mangeait quand même des trucs qui n'étaient pas très très sympathiques. Hein. Il fallait s'accommoder de ce qu'il y avait. Et donc le foie, c'est celui qui permettait de filtrer toutes les petites vacheries qu'on pouvait avaler parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on crevait de faim. Parce que je rappelle que l'homme a crevé de faim jusqu'au début du... Enfin, ça dépendait bien entendu de sa classe sociale après la révolution industrielle, mais il y avait quand même des famines. Je rappelle qu'il y avait, en Angleterre, dans les années 20, les enfants avaient un ventre tout rond parce qu'ils avaient des avitaminoses. Et donc... ça fait la Première Guerre mondiale. En gros, on a souffert de manque jusque-là. Hein. Et jusque-là, et puis il y a ensuite les progrès phytosanitaires, l'explosion des rendements agricoles, et c'est là où on a commencé à beaucoup manger, et à un point où aujourd'hui, le problème c'est l'obésité, et le véritable problème aujourd'hui, c'est la croissance de l'obésité, même dans des pays qu'on appelait émergents. Il y a des pays comme la Chine, par exemple, où c'est un vrai drame. Hein. Donc, faut pas croire, hein, tout ça, il y a des conséquences. Et en 50 ans, 60 ans, on a complètement changé notre mode alimentaire et on l'a surtout standardisé. Parce que dans un pays émergent, quand vous commencez à gagner un peu d'argent et que vous voulez faire partie de la bourgeoisie et de la classe moyenne, vous voulez manger comme les Européens et les Américains. Voilà. Et vous mangez plus les bons produits. Voilà. L'Inde, par exemple, qui est un grand pays agricole, a autorisé il y a 2 ans la création d'hypermarchés, de supermarchés. Et alors qu'avant, il y avait des lois qui imposaient d'avoir des petits commerces de moins de tant de mètres carrés. Enfin, c'était très réglementé. Et aujourd'hui, vous verrez le résultat dans 20 ans. C'est un vrai problème. Vrai problème. Vous disiez tout à l'heure, hein, tout passe par le foie. Certaines substances qui arrivent au foie sont toxiques pour l'organisme. Et le rôle du foie, c'est de dégrader ces substances toxiques. Alors, je pensais par exemple à quelque chose comme l'ammoniac, par exemple. Oui, l'ammoniac, justement. Je parlais tout à l'heure des dangers pour le cerveau lorsque le foie... c'est exactement ça. L'ammoniac, c'est le cerveau et tous les dérivés soufrés. C'est aussi le foie qui va les filtrer. Ouais. Alors on se demande comment le corps humain peut produire de l'ammoniac, vous voyez. D'abord, je vous rappelle que dans les acides aminés essentiels, vous avez des acides aminés soufrés. Vous savez que c'est très très particulier parce que le soufre est un poison pour nous. Hein. Eh bien... lorsque nous étions cellules près des sources chaudes au fond de l'océan, les premières sources volcaniques, eh bien le carburant c'était pas l'oxygène, c'était le soufre. Et donc on a des acides aminés soufrés qui sont les acides aminés essentiels. On peut pas s'en passer. C'est intéressant d'ailleurs. Donc vous voyez comment on a empilé des couches. Et si vous n'avez pas ces acides aminés soufrés, vous allez mourir de carence. Donc donc le foie est obligé de se débarrasser de ces dérivés soufrés, et donc pour ça, de les métaboliser, mais ces acides aminés dont il va se servir pour faire des protéines qui sont les briques et les parpaings qui vont permettre de fabriquer la maison tous les jours, parce que je vous rappelle que tous les jours des cellules meurent, tous les jours des cellules sont reconstruites, elles ont besoin de briques, de briqueterie, et la briqueterie, c'est qui ? C'est le foie. Et cette briqueterie, elle utilise des acides aminés soufrés qui sont absolument indispensables pour ça. En fait, vous savez, la première chose, c'était la lumière. Qu'est-ce qui a permis ces cellules se sont retrouvées à la lumière, et grâce à la lumière, elles ont fait des synthèses. Qu'est-ce que font les végétaux ? Ils ont besoin d'eau et de photosynthèse. Et puis voilà, et c'est comme ça que vous commencez. Donc, on a besoin de lumière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui font de la luminothérapie, de la chromatothérapie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que certaines raies de lumière, certains types de fréquences va activer des processus qui sont très anciens, très archaïques dans les cellules. Vous voyez, ça, c'est un sujet qui passionne le docteur Alouche. Ah oui, moi, je ne vais pas trahir un secret, mais cette histoire de luminothérapie, c'est quelque chose qui me passionne. Parce qu'on rigole toujours. Tout le monde se marre. Tout le monde se marre sur la luminothérapie. J'ai fait des séances de luminothérapie. Voilà. On ne comprend pas vraiment pourquoi, d'ailleurs. Ouais. Et vous, non, parce que vous avez essayé de comprendre pourquoi et comment ça marchait. Au début, était la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. D'accord ? Donc, de vie complexe. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vie dans les abysses, hein, mais parce que c'est une vie. Vous avez vu, parfois j'adore ces documentaires sur les abysses. Vous voyez des animaux qui ont des têtes mais absolument hallucinantes, parce que la vie essaye quand même de trouver des formes qui vont lui permettre de se développer. Mais on voit bien que c'est compliqué. Hein. Mais la lumière, c'est autre chose. La lumière, c'est la végétation. La végétation, ça veut dire de l'alimentation. Pour les mammifères, ça veut dire plein de choses. Et ça, c'est la photosynthèse. Donc on sait bien aujourd'hui qu'il y a des rayons
qui sont très différents, avec des fréquences et des longueurs d'onde très différentes, et qui vont permettre une différenciation cellulaire. Donc c'est intéressant. On est au début de ce genre de choses, mais on sait qu'il y a des raies de lumière qui apaisent, il y a des raies de lumière qui excitent. Écoutez, c'est très simple. Ça, alors un conseil, c'est que ceux qui ont du mal à s'endormir ou à dormir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que des écrans LED et des écrans qui sont sur le bleu. La longueur d'onde du bleu. Ce qu'on appelle la lumière bleue. La lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière de réveil pour le cerveau. Donc, se coucher après une série avec la lumière bleue, ou son petit téléphone ou une tablette pour un enfant, c'est s'empêcher de dormir ou se réveiller 2 heures après. Parce que l'ordre, c'est réveille-toi. Donc si vous voulez dormir, vous arrêtez la télé. Ça ne veut pas dire de ne pas regarder la télé. Vous regardez la télé, mais après, vous prenez un bouquin pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Parce que le blanc sur le noir, ça va permettre d'effacer le bleu. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que tous les gens savent que s'ils veulent s'endormir, il vaut mieux un bon bouquin que regarder la télé. Parce que la télé, non seulement il y a la lumière bleue, mais il y a l'excitation. Parce qu'on aime bien regarder des choses sympas, un peu, parfois c'est de l'action ou de la comédie. Donc soit on se marre, soit on a un peu peur. Et donc on va faire du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de réveil qu'on a à 5h ou 6h du matin. Tout ça, c'est que du bon sens. Et l'hormone donc du coucher, du sommeil, c'est... C'est la mélatonine. Ouais, donc voilà. Et donc la mélatonine, le bleu, elle aime pas. Voilà. Donc non, mais c'est. Et ça paraît simple en plus. Voilà, ça paraît simple. Le problème, c'est que notre vie moderne, elle a oublié que l'homme, il doit dormir pour justement que son cerveau puisse se restructurer, que son foie puisse se détoxifier, que sa flore puisse se calmer et refaire ses limites. Et puis, elle a oublié que dans les villes, un homme, il a des muscles et que s'il ne fait pas bouger ses muscles, il a de gros ennuis à venir. Et donc, moi, je trouve que dans cette crise aujourd'hui, le plus dur, c'est la fermeture, non pas des restaurants, et là je salue les restaurateurs, parce que les malheureux, ça fait 1 an qu'ils sont fermés, c'est même plus un cauchemar, c'est un truc inimaginable, mais il y a surtout les salles de sport. Ça va faire des ravages, parce que les gens... Alors que certaines sont ouvertes, alors des salles de sport ont été ouvertes pour des raisons médicales. Vous avez vu les certificats qu'il faut faire ? Enfin, ouais. Avec Alors là, je peux vous assurer, il y a du monde qui est à la gym, qui n'a pas besoin d'en faire en ce moment. Alors ça, je veux vous dire, là, il y a un vrai sujet. Le trafic des certificats médicaux pour aller à la gym, moi, j'en ai vu du monde, là. Oui, de vous à moi, le trafic de certificats médicaux pour aller faire du sport et se faire du bien, et si on est un peu intelligent, respecter les autres et porter son masque ou être à distance, c'est quand même assez noble. Je veux dire, il y a pire comme trafic, Il y a beaucoup pire. Vous pouvez aller quand même marcher 1 heure dehors, aller faire 1 heure de vélo. Mais il faut mouiller la chemise. Ouais. Voilà. Parce que le problème, c'est que marcher, c'est bien pour le système lymphatique. Je rappelle aussi que le foie est sur le chemin d'un gros vaisseau du système lymphatique qui lui amène les acides gras. Donc marcher, ça permet justement de faire mieux marcher son système lymphatique, parce que le système lymphatique, je vous le rappelle, n'a pas de cœur. Donc la seule façon pour lui de faire que ce système, je rappelle que le système lymphatique, c'est un système qui est équivalent aux artères et aux veines, et qui transporte un tissu qui s'appelle la lymphe, et qui est chargé qui est au fond les gens qui sont les éboueurs de notre corps. Les éboueurs, ils sont très très importants, parce que si vous n'avez pas un passage par jour et vous avez un passage par semaine, vous avez une ville dégueulasse et infectée. Donc parce que souvent il faut parler des métiers qui sont très très utiles. Et en fait, la lymphe, c'est comme les éboueurs, il faut que ça passe régulièrement. Pour que ça passe régulièrement, il faut la faire bouger. Il faut donc souvent, par exemple, moi je demande aux gens de faire de la respiration abdominale pendant 10 minutes, parce que quand vous savez respiration abdominale, vous contractez votre diaphragme, votre abdomen, et à ce moment-là, vous poussez la lymphe vers le foie. Et dans cette lymphe, il y a aussi les acides gras du repas. Il y a des trucs comme ça. Mais quand vous faites du sport, bien entendu, vous accélérez tout ça, et le foie peut travailler mieux. Beaucoup d'auditeurs nous demandent une émission spéciale consacrée à la lymphe. Ah oui, ça c'est extrême, c'est passionnant. On prendra le temps de l'expliquer. Vous disiez tout à l'heure, docteur Alouche, que le foie est le seul organe capable de se régénérer. Mais quel est le volume résiduel minimum pour que le foie puisse le faire ? Est-ce qu'à 0, il peut se régénérer ? Non, en fait, à 10%, il peut se régénérer. À 10%. À tel point, c'est que quand on fait des greffes de foie, pour les greffons, on prend un foie, on le divise en 3.
On peut faire trois interventions, 3 greffes maintenant. Oui. Donc, parce que c'est rare. Et là, il faut combien de temps pour que, que le foie reprenne son volume initial? D'abord, il faut être gentil avec lui. Ouais. Donc, il faut suivre, justement, il ne faut pas le toxifier. La méthode du docteur Alouche. Et après, il faut une bonne année. Hein. Vous savez, par exemple, quand vous faites un test en fibroscan, c'est pas la peine de le faire tous les 2 mois. Hein. Il faut le faire tous les ans, ça suffit, ou tous les 6 mois, mais pour voir si effectivement la nage a reculé ou la nafle a reculé. Vous savez, la nafle, c'est affreux comme mot. Hein. Nafle. On rappelle. C'est peut-être pour ça qu'on dit nage. Ouais, non-alcoolique fertilizer. Nafle. On peut pas avoir un truc français, franchement. Ça peut pas être compliqué, non? Oui, le foie gras. Voilà, mais la maladie du foie gras. Ouais. Un mot sur. Non, mon cher Philippe. Parce que si vous dites maladie, c'est que vous êtes malade. Vous pouvez avoir un foie gras et pas être encore malade. Parce que, en fait, on parle de cette pathologie en disant maladie du soda ou maladie du foie gras. Voilà. Mais en fait, vous pouvez avoir un foie gras sans aucun signe et sans aucun problème, parce que vous n'avez que des petites vacuoles de gras dans les cellules. Le problème, c'est quand ces vacuoles deviennent importantes. Et ce qui fait la différence, c'est 2 choses. C'est les transaminases, ASAT, ALAT ou SGPT, SGOT, en sachant que les ALAT, SGPT sont spécifiques du foie. Et quand ça commence à augmenter, là, on parle de NASH. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a... Parce que qu'est-ce que c'est que les transaminases qui augmentent? Ça montre la destruction de certaines cellules. Il y en a un minimum qui se détruit. C'est pour ça qu'en fonction des laboratoires, c'est en dessous de 35 ou en dessous de 55 ou en dessous de 50. Ça, c'est le naturel. C'est le nettoyage classique. Hein. Il y a des cellules qui naissent et qui meurent. Et puis quand c'est au-dessus de ces chiffres-là, 50-55, ça veut dire qu'il y en a plus que normal qui meurent. Donc c'est là où on dit ça commence à être de la NASH. Vous voyez, c'est très subtil. Et c'est pour ça que c'est important toujours de faire un petit bilan du foie pour savoir où on en est. Voilà, parce que souvent, la maladie du foie ou une NASH importante commence souvent avant le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est bien sûr parce que le foie est responsable de la régulation de la glycémie. C'est lui qui régule la glycémie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours le lien entre l'apparition d'un diabète de type 2 et le foie. Exactement, on ne fait pas le lien. C'est vrai que les gens ne font pas le lien, alors qu'il y a un lien. Il est bien avant. C'est-à-dire que faire un diagnostic de foie, de son foie, c'est 5 ou 10 ans avant le diabète. Vous voyez, si vous avez une glycémie qui commence à augmenter, un 0,9, un 10, on vous dit c'est pas grave, faites attention. Mais ça, il faut vérifier les transaminases, par exemple, les ALAT et les ASAT. S'ils commencent à augmenter, là, il faut y aller. Parce que là, vous avez tout le temps et vous êtes sûr de gagner. Et si vous arrivez avec une bonne alimentation, une bonne routine alimentaire, je ne parle pas de régime, une bonne routine alimentaire, parce que la routine, c'est extrêmement important pour le foie. Il adore la routine, le foie. Il adore le je recommence tout le temps la même chose et ainsi de suite. Plus un bon exercice physique, vous faites reculer ça, le diabète ne passera pas par vous, il ne pourra pas s'installer et vous ronger. C'est ça qu'il faut comprendre. La prévention, ça coûte 40 fois moins cher que la maladie. D'accord ? Aujourd'hui, ce qu'on a appris avec cette maladie du Covid, c'est que le seul vrai capital que vous ayez, il n'est pas à la banque. C'est votre santé. Parce que quand votre santé est attaquée, allez faire des projets. Allez, vous avez toujours une petite musique dans votre tête qui vous dit « Oui, mais bon, tout ça, ça sert à quoi ?» D'accord ? Donc, vous avez un capital. Gardez-le. Allez faire des trucs de prévention. Votre vitamine D, ça vous coûtera bien moins cher qu'une hypovitaminose. Vos problèmes de glycémie, c'est pas grave, faites-le, travaillez, allez voir des gens qui vont vous aider à prévenir. Ça, c'est très très important. C'est vraiment le message que je veux porter parce que la prévention, le Covid... Finalement, ça coûte rien, la prévention. C'est ça que ça veut dire. Et puis, alors, en France, par rapport à ce que coûte le fait de passer en curatif. Exactement. Et puis, il ne faut pas se dire, non, bah, c'est bon aujourd'hui. Vous savez, moi, je dis souvent aux gens, quand je leur donne des nouvelles routines alimentaires, n'en parlez pas. Parce qu'il y a une espèce de permissivité. Mais non, mais attends, mais tu feras ton régime. De l'entourage. L'entourage n'est pas un coach. Non, parce que les gens n'aiment pas que vous changiez. Les gens n'aiment pas. Parce que c'est les ramener à leurs propres problèmes. C'est-à-dire au fait qu'eux, ils n'ont pas envie de le faire. Et donc, que vous réussissiez, c'est un problème pour eux. Même s'ils vous adorent. Hein. Même s'ils vous adorent. Voilà. Bien, alors, je vous rappelle que le livre du docteur Alouche, justement, qui parle du foie, et puis c'est sa méthode, donc s'appelle la méthode Hépato-Détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie, et chez Albin Michel.
toujours en vente et vient d'être retiré suite à son succès. Merci docteur Alouche. Merci beaucoup Philippe de m'inviter. Voilà, vous écoutez. Toujours un plaisir d'être ici. Vous venez quand vous voulez, docteur Alouche. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regarderez la vidéo figée ce matin du docteur Alouche sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM. Merci Philippe.